Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Un regard de philosophe sur un enjeu géopolitique. Après 1991 et la fin de la division du monde en deux blocs, et avant le retour en force de la Russie initié par Vladimir Poutine, un nouvel ordre mondial a vu le jour, dans lequel les États-Unis d'Amérique ont occupé une place prépondérante. Dans le même temps, nous avons assisté à un réveil des nationalismes et à l'éclatement de certains États. Ainsi, l'une des composantes de l'ancien monde bipolaire, l'URSS, a cédé la place, en marge de la Russie, à de petits États tels que le Turkménistan ou l'Ouzbékistan, lesquels ont d'ailleurs souvent conservé des structures soviétiques. Sur le sol européen, la Yougoslavie s'est transformée en une zone de tension et de conflits opposant des nationalismes exacerbés, jusqu'à son éclatement lors de la guerre civile du milieu des années 1990. Au début du XXIe siècle, la situation du Kosovo n'est toujours pas réglée. Il semblerait, à cet égard, que plusieurs points du globe soient devenus, au lendemain de la guerre froide, l'objet d'un phénomène de balkanisation, c'est-à-dire de morcellement des grands États en petites unités politiques souvent rivales. La République, la balkanisation et la Corse. Dans une telle perspective, il est tentant de voir dans les mouvements régionalistes, autonomistes ou indépendantistes qui agitent la périphérie de certains États occidentaux un danger pour leur stabilité, voire pour leur existence. Il n'est du reste pas rare que ces mouvements se signalent par des actions armées. Si bien qu'ils semblent parfois indissociables d'un emploi de la violence dans un but politique, en d'autres termes du recours à des procédés à caractère terroriste. C'est notamment le cas, en Espagne, de l'organisation séparatiste basque ETA. En France, le problème ne peut en outre pas faire l'économie d'une confrontation avec une tradition républicaine spécifique. Depuis un peu plus de 2 siècles, en effet, l'affirmation de la République n'a pas seulement consisté à rompre avec un régime monarchique. Elle s'est doublée de l'édification d'un contenu idéologique spécifique. L'un de ses fondements est l'attachement à un bien commun, dont le vecteur serait l'association des principes d'unité et d'indivisibilité. C'est-à-dire à ce qui, au-delà des intérêts particuliers, appartiendrait à tous. Concernée dans sa totalité, c'est dès lors la collectivité elle-même qui devrait détenir le pouvoir de décider quant aux questions relatives à un tel bien. D'où la mise en avant de la souveraineté populaire et par suite, le peuple se trouvant lui-même identifié à la nation, de la souveraineté nationale. L'identification du peuple souverain à la nation est présente dès 1789. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément, stipule alors le 3e article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'autorité politique, dans une telle optique, ne pourrait être envisagée que dans son unité. Si elle se révélait divisée, en effet, l'attachement au bien commun céderait la place à la défense de plusieurs intérêts, qui pourraient entrer en conflit. Le pouvoir de décider ne serait donc pas partageable. La nation, détentrice d'une souveraineté une et indivisible, s'avérerait par conséquent elle-même une et indivisible. La France est une république indivisible. Précise toujours le 1er article de la Constitution de 1958. Dans un monde dominé par les lois du marché et de la rentabilité, au détriment de l'homme, le pacte républicain ferait dès lors figure de symbole. Il pourrait apparaître comme un point de repère important face à la primauté des intérêts particuliers et au déchaînement des passions prédatrices, et il pourrait être regardé comme un espace de citoyenneté garant d'une certaine idée du bien public. C'est pourquoi, dans un pays où la nation et la République sont indissociables, toute revendication à caractère séparatiste pourrait être assimilée au contraire, de par l'atteinte qu'elle porterait à l'unité nationale, à une volonté de rompre un tel espace. Pour le dire autrement, la mise en avant d'une identité régionale ne représenterait plus cette fois une menace uniquement pour la stabilité d'un État, mais également pour un idéal et pour les valeurs qui s'y rapporteraient. Un enjeu idéologique viendrait s'ajouter au seul enjeu territorial. Ainsi, l'évocation du problème corse, dans les grands médias nationaux et dans les discours politiques consiste souvent à opposer, d'une part, République et État de droit, et d'autre part, repli sur soi et violence.
La revendication identitaire se voit de cette manière associée à un refus de la prise en compte du bien commun, à un refus de l'ouverture sur les autres, à un refus du respect de la loi, et en définitive à un rejet des valeurs démocratiques. Le fait, pour la communauté insulaire, d'affirmer sa particularité reviendrait à privilégier des références à caractère traditionnel et ethnique, au détriment du contrat social garant de l'égalité et des droits de chacun. Certains journalistes, éditorialistes et autres intellectuels, à l'instar de Jacques Julliard qui en faisait par exemple un argument pour dénoncer le référendum de 2003 sur la collectivité dite unique, sont d'ailleurs allés jusqu'à rapprocher le nationalisme corse d'une mouvance fasciste et raciste. Voilà pourquoi si j'étais corse, je dirais non le 6 juillet prochain. Non à ce référendum bidon. Mais non surtout au chantage, aux rackets, aux bombes, à la violence, au racisme, à l'assassinat et à l'enfermement insulaire. Le discours médiatique en question. Nous remarquerons toutefois qu'une telle grille de lecture, qui amalgame facilement ce particularisme avec la violence et la corruption, se trouve alimentée par très peu d'informations de fond. Aborder le problème corse, en effet, se résume généralement à signaler que tel attentat a été commis, que telle négociation a été entreprise, ou bien que tel propos relatif à la culture corse a été tenu. Nous assistons de cette façon à une énumération de faits, sans que nous n'apprenions quoi que ce soit de plus sur le pourquoi de ces faits. Au début des années 2000, il était à cet égard d'usage courant de présenter la situation de l'île comme le résultat de 30 années de troubles. Apporter une solution au problème équivalait dès lors exclusivement à mettre au jour les moyens de sortir du cycle de la violence. Il était en revanche beaucoup plus rare d'entendre évoquer les causes de tels troubles. Comme si la violence existante ne provenait de nulle part, n'avait ni cause ni déterminant historique. Comme si elle était le propre de la communauté insulaire, qui s'avérerait de surcroît la porteuse d'une culpabilité collective. Son endémie s'accorderait du reste parfaitement avec quelques poncifs véhiculés à propos des Corses, tels que leur susceptibilité supposée, leur attachement à la pratique de la vendetta ou une propension à recourir à des méthodes expéditives pour régler leurs différends. Comprendre le problème, et éventuellement le résoudre, nécessiterait pourtant d'éclaircir ses tenants et ses aboutissants. Être réellement informé quant à ce genre de sujet impliquerait notamment d'avoir une connaissance des logiques en jeu, quelles qu'elles soient. Saisir ce qui pousserait un individu à revendiquer l'indépendance de la Corse, ou de toute autre région, supposerait ainsi de s'intéresser aux raisons qu'il pourrait invoquer. Mais après tout, de telles explications paraissent-elles sans doute inutiles d'un point de vue parisien ou continental. Analyser le point de vue indépendantiste, en effet, conduirait à considérer des arguments mettant en question l'appartenance de la population d'une région à la nation. En d'autres termes, nous en viendrions sous le prétexte d'une information en profondeur à toucher à des principes bien établis. En tant que fondement du modèle républicain à la française, centralisé et jacobin, l'indivisibilité du territoire national demeurerait une référence indépassable. Pourtant, par souci d'honnêteté intellectuelle, ne convient-il pas d'interroger même les principes qui semblent le plus fermement établis ? Une telle interrogation, dans le cas où elle aboutirait à la confirmation de leur validité, aurait au moins le mérite de nous éviter d'en perdre le sens. Mais il se pourrait aussi que ce qui nous paraissait jusque-là incontestable, faute d'avoir été examiné, se révèle en fait relever du préjugé, voire du dogme. C'est-à-dire de ce qui serait regardé comme une vérité, sans avoir été démontré ou prouvé. Or, une connaissance authentique procéderait au contraire de la conscience de la faillibilité de nos certitudes. Parce que nous admettrions que nous puissions nous tromper, nous accepterions de mettre en doute et d'interroger ce qui nous semblait exact. Ce n'est qu'au terme d'une telle démarche dialectique que, en cas de vérification, nous pourrions prétendre savoir quelque chose. C'est là la leçon de Socrate. La leçon de Socrate. Dans l'Apologie de Socrate, que Platon consacre à son maître, nous le voyons mener une enquête auprès de ses concitoyens athéniens afin d'éclaircir une affirmation de l'oracle de Delphes. Au dénommé Chéréphon qui demandait qui était le plus savant des hommes, l'oracle avait effectivement répondu qu'il s'agissait de Socrate. Ce dernier, lui-même sceptique quant à la valeur de ses connaissances, s'était dès lors mis en tête de trouver un individu plus savant que lui,
afin de prendre l'oracle en défaut. D'où sa tournée d'inspection auprès d'individus réputés posséder un certain savoir, hommes politiques, poètes et artisans d'Athènes. Au terme de chaque entrevue, Socrate en arrive cependant toujours à la même conclusion: ceux qui passent pour être savants n'ont en réalité pas conscience de leur ignorance. Souvent ils s'imaginent savoir alors qu'en fait ils ne savent pas. L'artisan par exemple, fort de sa compétence dans sa spécialité, prétend connaître des domaines où cette fois il n'entend rien. Or Socrate, lui, ne prétend pas avoir les connaissances qu'il ne possède pas. C'est pourquoi il apparaît comme le plus savant des hommes. À défaut d'autre chose, il est conscient de son ignorance. D'où le constat suivant. Après tout, je suis plus savant que cet homme-là. Nous risquons bien l'un et l'autre de ne rien savoir qui vaille, mais lui croit savoir quelque chose alors qu'il ne le sait pas, tandis que moi, comme je n'ai pas ce savoir, je ne crois pas non plus l'avoir. J'ai bien l'impression de ce fait d'être un tout petit peu plus savant que lui, dans la mesure où je ne crois pas savoir ce que je ne sais pas. Lorsque nous nous référons à des principes qui ne paraissent pas devoir être mis en cause, tels que l'unité nationale ou l'indivisibilité de la République, ne nous trouvons-nous pas dans la position de ces hommes qui croient savoir alors qu'ils ne savent pas? À force d'utiliser certains concepts, n'en venons-nous pas au bout du compte à les considérer comme étant évidents, alors qu'ils mériteraient d'être interrogés? Dans les pages qui suivent, nous abordons la question du séparatisme en général et le problème corse en particulier, en n'hésitant pas à nous méfier des fausses évidences et à examiner un corpus idéologique qui semblait bien établi à la charnière des XXe et XXIe siècles auprès de certaines élites. Que le lecteur ne s'attende donc pas à y rencontrer beaucoup de chiffres, de tableaux statistiques, de cartes ou de schémas. Car c'est d'abord l'ouvrage d'un philosophe qui, s'il n'ignore ni l'histoire, ni la géographie, ni le droit, entend raisonner ici en philosophe, en mettant en question des concepts tels que la nation ou le peuple, afin d'aborder une problématique contemporaine. Première partie, République et nation. Chapitre 1er, définition, principes fondamentaux. République, lumière et contrat social. Dans son sens initial, le terme de république renvoie aux affaires de la cité, latin res publica, la chose publique. Il est synonyme d'État, quelles que soient ses formes. Aujourd'hui, il s'applique à tout État qui n'est pas monarchique. Il désigne le plus souvent, du moins dans les pays occidentaux, un État de type représentatif, où la souveraineté est détenue par des représentants élus au suffrage universel. La France est porteuse d'une longue tradition républicaine. Comme le souligne Claude Nicollet dans l'idée républicaine en France, elle n'a pas seulement connu 5 républiques. Il a en outre été question des républiques girondines, montagnardes, opportunistes, radicales, ou encore bourgeoises. La monarchie de Juillet elle-même aurait été présentée comme étant la meilleure des républiques. Face à une telle multiplication de l'appellation de république, à travers l'histoire, il s'avère nécessaire de repréciser le sens de ce terme, afin d'identifier le plus clairement possible de quoi il s'agit. Pour ce faire, nous ne pouvons pas éviter de nous référer à la pensée des philosophes des Lumières, dont l'idéal républicain est en partie l'héritier. Le concept de la souveraineté populaire a ainsi particulièrement été mis en avant par Rousseau. Pour lui, la réunion des hommes en société trouve son origine dans un contrat, c'est-à-dire dans une convention par laquelle plusieurs individus s'entendent pour faire quelque chose. Un tel pacte, qualifié de social, consiste dans le consentement tacite des contractants à quitter un État dans lequel tous ont un droit illimité sur tout pour un État dans lequel chacun se voit garantir des droits égaux à ceux des autres. L'inconvénient de la première situation, appelée état de nature, est son instabilité. Le droit de chacun y étant illimité, tous peuvent prétendre à la possession de n'importe quel bien. D'où le risque de se disputer un même objet, et d'entrer en conflit pour l'obtenir. La seule borne que pourrait alors rencontrer l'individu serait une force plus grande que la sienne, qui le contraindrait à renoncer à ce qu'il désirait. Une telle situation, régie par les seuls désirs et capacités à les satisfaire, ne serait pas viable. Dans la deuxième situation, au contraire, l'individu assure sa conservation en s'engageant à abandonner son droit illimité sur tout. Par un tel abandon, il renonce à convoiter tout ce qui pourrait le tenter. Sa liberté se voit limitée. Mais de la même manière,
les autres n'ont pas le droit de s'emparer de ce qui se trouve reconnu comme étant sa propriété. Le contractant délaisse ainsi une liberté illimitée, mais qui n'offre aucune garantie quant à sa conservation et quant à celle de ses biens, pour une liberté limitée, ayant l'avantage de la sécurité. Le passage à cette seconde situation, appelée état civil, se traduit par la préservation de droits fondamentaux, reconnus également pour chacun. Ce que l'homme perd par le contrat social, écrit Rousseau, c'est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu'il peut atteindre. Ce qu'il gagne, c'est la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il possède. Universalisme et ethnicisme. Par un tel contrat, les individus forment un corps social uni autour d'un bien commun et fondé en raison. Le caractère rationnel de cette association repose précisément sur le fait qu'elle provient d'un calcul visant à garantir un droit égal pour chacun, et non pas d'un rapprochement reposant sur des critères traditionnels, culturels, ethniques ou religieux. Le corps social ainsi conçu dépasse toute considération particulière. Il est voué à l'universalité, ce qui exclut toute discrimination en rapport avec l'origine ou les croyances de ses membres. Dans une telle optique, la gestion du bien commun est l'affaire de tous et ne peut qu'être assurée par tous. En d'autres termes, les décisions engageant l'ensemble de la collectivité ne peuvent être prises que par la collectivité elle-même. Tout pouvoir exercé seulement par une partie du tout, ou par un élément qui lui serait extérieur, serait en revanche usurpé. Pour Rousseau, la souveraineté du corps social est inaliénable. Ce qui conditionne d'ailleurs le vocabulaire employé pour qualifier un groupe d'individus. Que des hommes épars soient successivement asservis à un seul, en quelque nombre qu'ils puissent être, je ne vois là qu'un maître et des esclaves, je n'y vois point un peuple et son chef. C'est si l'on veut une agrégation, mais non pas une association. Il n'y a là ni bien public ni corps politique. Ici le terme de peuple prend une signification spécifique. Il s'agit uniquement d'une communauté souveraine unie par un bien commun. Ses membres, prenant part au pouvoir politique, sont des citoyens. Une telle définition, exclusive de toute considération ethnique, diffère fondamentalement du sens premier donné à ce terme. Ensemble humain réuni par l'appartenance à une société, une culture, une patrie commune, parlant en général la même langue, habitant ou ayant habité le même territoire. Il s'écrira dès lors de préférence avec une majuscule, tout comme le terme de nation qui lui sera associé. Gouvernement de soi-même. Toute revendication identitaire régionale, dans la mesure où elle se réfère à une communauté de langue et de culture, se trouve dès lors en contradiction avec la logique du contrat. Elle peut être assimilée à une volonté de rompre l'association qui en découle. Rousseau apporte encore les précisions suivantes. Cette personne publique qui se forme ainsi par l'union de toutes les autres prenait autrefois le nom de cité, et prend maintenant celui de république ou de corps politique, lequel est appelé par ses membres État quand il est passif, souverain quand il est actif, puissance en le comparant à ses semblables. À l'égard des associés, ils prennent collectivement le nom de peuple, et s'appellent en particulier citoyens comme participants à l'autorité souveraine, et sujets comme soumis aux lois de l'État. Dans une telle perspective, nous pourrions définir la République comme une collectivité dont les membres, ayant en vue le même intérêt au-delà de leurs préoccupations particulières et privées, détiendraient le pouvoir de décider. En tant que détenteurs de la souveraineté, ils seraient des citoyens. En tant qu'individus obéissant aux lois de l'État, ils seraient des sujets. Mais puisqu'ils seraient aussi les décideurs, si nous suivons la pensée de Rousseau, ils ne feraient que se soumettre aux lois qu'ils se seraient prescrites. La République serait par conséquent le régime dans lequel la collectivité se gouvernerait elle-même. D'où l'affirmation de la souveraineté populaire. Lui aussi dégagé de toute considération ethnique, le terme de nation prend au XVIIIe siècle un sens proche de celui de peuple. Depuis la Révolution française, il désigne de cette manière la collectivité en tant que détentrice de l'autorité politique. Nous parlerons alors également de souveraineté nationale. Le gouvernement n'est plus au-dessus ou en dehors de la nation. Il se confond avec la nation elle-même, écrira Barnier en 1870 dans son manuel républicain. Chapitre 2 suite. Le régime représentatif. En tant que gouvernement de tous par tous,
la République serait assurément démocratique. Dans son sens étymologique, le terme de démocratie signifie effectivement le pouvoir du démo, du peuple. Cependant, dans les grands États modernes tels que la France ou les États-Unis, il est difficile d'envisager que les citoyens soient consultés directement, et que ce soit la totalité de la population qui prenne les décisions. D'où l'idée de confier les responsabilités politiques à des individus, les représentants, qui élus au suffrage universel, gouverneraient et légiféreraient au nom de leurs électeurs. Dans un ouvrage collectif, intitulé Démocratie, Philippe Ardant souligne de cette façon. L'important est de bien comprendre que, avec lui, le régime représentatif, le peuple ne se dessaisit pas de sa souveraineté, de son pouvoir. Il en délègue l'exercice aux représentants et ceux-ci s'expriment en son nom. Pour le dire autrement, le régime représentatif a ceci de spécifique que ses responsables politiques ne sont pas à proprement parler des chefs, dans le sens où ils commanderaient aux autres. S'ils prennent des décisions, ce n'est qu'en tant que personne mandatée par le peuple. C'est de ce dernier qu'ils reçoivent la charge d'une fonction, et le pouvoir de faire quelque chose. Il ne s'agit donc pas d'une structure pyramidale dans laquelle l'autorité se délèguerait du haut vers le bas, mais au contraire d'un système dans lequel le sommet agit au nom de la base. Il est à son service. Les représentants d'une nation sont des citoyens choisis, qui dans un gouvernement tempéré sont chargés par la société de parler en son nom, de stipuler ses intérêts, d'empêcher qu'on ne l'opprime, de concourir à l'administration. Affirme Dolbar dans l'article représentant de l'Encyclopédie. Un État despotique, au contraire, fonctionnerait d'une manière telle que la volonté du peuple ne serait pas prise en compte. Les membres de la collectivité se trouveraient alors subordonnés au pouvoir du chef, qui ne serait en aucun cas leur mandataire. Dans un État despotique, le chef de la nation est tout, la nation n'est rien, la volonté d'un seul fait la loi, la société n'est point représentée. Le recours aux représentants, afin que l'exercice du pouvoir ne risque pas d'être détourné au profit d'un seul, s'accompagne toutefois d'une exigence de transparence et de contrôle. Et même ceux qui réclameront, comme en 1793, en 1848 et même plus tard, la plus forte dose possible de démocratie directe, n'envisagent pas que l'on puisse éviter de recourir dans certaines limites au système représentatif qu'il s'agira seulement de contrôler. Note Claude Nicolet. En effet, le régime représentatif ne pourrait tolérer d'aucune façon un exercice du pouvoir qui serait caché aux citoyens. Si ces derniers n'avaient pas accès aux centres dans lesquels sont prises les décisions, leur souveraineté s'en trouverait confisquée, puisqu'ils n'auraient dès lors pas les moyens de participer aux choix effectués par les gouvernants. L'opacité du pouvoir impliquerait une coupure entre ses détenteurs et l'ensemble de la collectivité. Le peuple, exclu de cette manière, ne serait pas souverain et ses représentants deviendraient ses chefs. La République supposerait par conséquent l'existence de relations claires, transparentes, entre les gouvernants et les gouvernés. Cependant, l'action des élus pourrait concerner des questions difficiles, techniques, qui pourraient échapper aux représentés. Afin de porter un jugement sur l'action du politique et de pouvoir la contrôler, le citoyen devrait donc disposer d'un certain savoir, d'une certaine compétence. Il devrait être éclairé. Sans nécessairement devenir un expert quant aux problèmes liés à l'administration de l'État, il lui faudrait être en mesure de comprendre les orientations d'une politique. C'est-à-dire qu'il devrait être porteur d'un savoir minimum, lui donnant les moyens de l'évaluer. Lorsqu'il serait consulté, le citoyen pourrait ainsi se prononcer en connaissance de cause. Il deviendrait celui qui prendrait réellement part au gouvernement de la cité. À cet égard, l'éducation jouerait un rôle essentiel dans le système républicain. C'est d'ailleurs ce qu'observe Nicolas Tenzer dans son essai sobrement intitulé « La République ». L'école a toujours été placée au centre de l'idéologie républicaine, comme le moyen essentiel sinon exclusif de son triomphe. Elle devait apporter la raison, les lumières et la science. La formation du citoyen. L'éducation assurerait la formation de l'individu en tant que citoyen. Elle le préparerait à jouer son rôle dans le corps politique. Pour ce faire, elle devrait lui transmettre des connaissances précises tout en lui apprenant à faire preuve d'esprit critique, c'est-à-dire à ne tenir aucune assertion pour vraie sans s'interroger d'abord sur sa valeur.
Il s'agirait pour l'individu d'être en mesure de mettre en question les informations qui se présenteraient à lui, et de les examiner, sans les prendre pour argent comptant et sans avoir à s'en remettre à autrui. Dans une telle optique, le citoyen serait alors un acteur de la vie de la cité, capable de soumettre les décisions prises par ses représentants à son propre jugement. Si, dans la patrologie républicaine évoquée par Claude Nicollet dans l'idée républicaine en France, la souveraineté populaire est largement associée à Rousseau, l'éducation, elle, renvoie principalement à la pensée de Condorcet. Ce dernier mérite en l'occurrence d'être cité longuement. Nous ferons voir que par un choix heureux, et des connaissances elles-mêmes et des méthodes de les enseigner, on peut instruire la masse entière d'un peuple de tout ce que chaque homme a besoin de savoir pour l'économie domestique, pour l'administration de ses affaires, pour le libre développement de son industrie et de ses facultés, pour connaître ses droits, les défendre et les exercer, pour ne point dépendre aveuglément de ceux à qui il est obligé de confier le soin de ses affaires ou l'exercice de ses droits, pour être en état de les choisir et de les surveiller, pour n'être plus la dupe de ces erreurs populaires qui tourmentent la vie de craintes superstitieuses et d'espérances chimériques, pour se défendre contre les préjugés avec les seules forces de la raison, enfin, pour échapper au prestige du charlatanisme, qui tendrait des pièges à sa fortune, à sa santé, à la liberté de ses opinions et de sa conscience, sous prétexte de l'enrichir, de le guérir et de le sauver. Pour Condorcet, l'éducation donnerait à l'individu les moyens d'être indépendant. En effet, s'il ne possédait pas lui-même une certaine compétence, il serait contraint de s'en remettre totalement aux gouvernants, qui se présenteraient à lui comme les détenteurs exclusifs de la connaissance politique. Parce qu'il ne serait pas apte à porter un jugement quant à la conduite des affaires de la cité, il ne pourrait pas critiquer et éventuellement contester leur action. Il se trouverait subordonné à leurs décisions. Les dirigeants de l'État auraient à cet égard la possibilité de servir leur propre intérêt, et non pas celui de la collectivité tout entière, sans rendre de compte à personne. Être éclairé, en revanche, permettrait aux citoyens de former sa propre appréciation sur la manière de gouverner de ses responsables politiques. Il serait dès lors en mesure de procéder à un examen, lucide, de ce qui lui serait proposé. Surveiller équivaudrait à évaluer et à vérifier le travail des élus. Il s'agirait de le suivre avec attention, afin de voir s'il serait conforme à ce qui en serait attendu. Être citoyen impliquerait par conséquent d'avoir la capacité de déterminer la valeur et la crédibilité des mesures prises, et d'établir si elles constitueraient des réponses appropriées aux problèmes rencontrés. L'éducation s'avérerait par conséquent la condition du contrôle des représentants par les représentés. Nous remarquerons le paradoxe entretenu ici. Alors que le fait de confier une charge à un responsable équivaudrait à s'en remettre à un individu considéré comme sûr, crédible et fiable, ce fier consiste à avoir une assurance ferme vis-à-vis d'autrui, la nécessité de surveiller supposerait au contraire la méfiance des représentés envers leurs représentants. Évaluer, vérifier le travail de ces derniers procéderait. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.